Résultats, data, analyse, interview. Avant de débuter cet épisode 13 de Motors, nous souhaitons dédier cet épisode à la mémoire d'Alexandre Saïdou. Pilote de compétition bien connu du milieu moto réunionnais, Alexandre Saïdou est décédé dimanche à l'âge de 38 ans lors de la première montée de la manche d'ouverture du championnat de course de côte moto organisé sur la R232 à Petite-Île. Une disparition brutale qui rappelle que derrière la passion, l'engagement et le spectacle, le sport mécanique demeure une discipline où le risque ne disparaît jamais totalement. Motors adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté moto réunionnaise durement touchée par ce nouveau drame. Dans cette émission, nous reviendrons sur les principaux résultats du week-end avec notre traditionnel débrief des championnats qui ont animé l'actualité internationale. Côté invité, nous recevons Samuel O'Haraud, le pilote réunionnais reviendra sur son récent rallye des Vosges, disputé au volant de son Alpine A290 électrique aux côtés de son copilote Stéphane Duverger. Nous prendrons également des nouvelles de Jordan Berfa, le pilote aperçu à La Réunion lors du rallye des 1000 km 2024 deviendra prochainement le premier pilote privé à engager une Lancia Ypsilon Rally 2 en compétition à l'occasion du rallye du Rouergue prévu du 9 au 12 juillet. Enfin, nous terminerons avec notre rubrique programme afin de découvrir les grands rendez-vous qui nous attendent la semaine prochaine avec une montée en puissance avant le crucial premier week-end de juillet. Installez-vous confortablement, bienvenue dans Motors. Motors, les résultats. On démarre cette série de résultats et de débriefs par la Formula I. 7 ans après sa dernière visite sur l'île tropicale de Hainan, la Formula I retrouvait le circuit urbain de Sanya pour la 11e manche de la saison 2025-2026. Une seule course au programme, mais un week-end qui pourrait peser lourd dans la course au titre. Dès les qualifs, le ton était donné. Andretti a transformé les rues de Sanya en propriété privée avec un verrouillage complet de la première ligne. Jake Dennis a décroché la pole position, dominant son équipier Felipe Drugovich, alors que lors d'une finale interne, profitant d'une erreur du Brésilien au freinage du virage 4. Derrière eux, Mitch Evans et Dan Ticktum échouaient aux portes de la première ligne, tandis que le duel le plus serré de la journée voyait Evans éliminer Tyler Barnard pour 1 millième de seconde seulement. Un écart tellement faible qu'il aurait fallu un microscope FIA pour le mesurer. Dennis et Drugovich ont volontairement retardé l'utilisation de leurs activations attaque mode afin de disposer d'un surplus de puissance dans le dernier tiers de l'épreuve. Une décision qui leur permettra de reprendre la tête lorsque cela comptait réellement. Le tournant de la course intervient au 19e tour. Ticktum percute Mortara sous freinage, puis quelques instants plus tard, le leader du championnat Mitch Evans se retrouve impliqué dans un accrochage avec Zane Maloney au niveau de l'épingle. Le bouchon qui s'ensuit provoque un drapeau rouge. Pour Evans, le week-end bascule alors, même si Jaguar peut réparer sa monoplace durant l'interruption, le Néo-Zélandais a perdu toute chance de marquer de gros points. Au redémarrage, Oliver Holland semble pouvoir profiter de l'occasion. Le pilote Nissan remonte progressivement aux avant-postes et paraît en mesure d'offrir une excellente opération comptable dans la lutte pour le championnat. Mais alors que le Britannique se dirige vers un podium potentiel, il commet l'erreur que tout pilote de Formula I redoute, toucher le mur tout seul. Cette victoire offre à Andretti son tout premier doublé en Formula I et à Dennis son deuxième succès de la saison. Pour Drugovich, il s'agit d'un deuxième podium consécutif après Monaco. Au championnat, Mitch Evans s'en sort finalement très bien malgré son abandon. Le pilote Jaguar conserve la tête avec 128 points et possède encore 19 longueurs d'avance sur Oliver Holland. Le véritable gagnant du week-end aurait pourtant pu être le Britannique sans cette erreur tardive. Derrière eux, Eduardo Mortara reste troisième pour Mahindra à seulement 6 points de Holland malgré un week-end vierge. Chez les constructeurs, Jaguar conserve la première place devant Porsche, mais le groupe allemand continue d'accumuler les gros points grâce à ses équipes clientes. Le doublé Andretti et le podium de Marty offrent même un triplé Porsche au niveau des groupes moto propulseurs. À 3 meetings de la fin et autant de double headers, soit un total de 6 courses, le championnat reste ouvert, mais Sanya a rappelé une règle immuable de la Formula I moderne. La vitesse seule ne suffit pas, il faut gérer l'énergie, le trafic, les attaques mode, les neutralisations, les pénalités et parfois même son propre mur. Au championnat pilote, Mitch Evans est donc en tête avec 128 points devant Oliver Holland pour Nissan 109 points et Eduardo Mortara de chez Mahindra ferme le podium avec un total de 103 points.
Prochain rendez-vous les 4 et 5 juillet à Shanghai pour un double header qui pourrait bien transformer une avance confortable en simple souvenir statistique. Motors. On passe à présent au dingue de l'extrême en monoplace avec l'IndyCar où Lundgaard a transformé un désastre en véritable chef-d'œuvre. Pour la 10e manche d'une saison IndyCar qui en compte 17, le paddock faisait escale à Road America, l'un des temples du sport automobile américain. Situé à Elkhart Lake, dans l'état du Wisconsin, environ 2 heures au nord de Chicago, ce circuit permanent de 6,46 km est un véritable monument de pilotage. 14 virages, de longues lignes droites, des freinages violents, des dénivelés naturels et très peu de marge d'erreur. Un tracé à l'ancienne où l'aérodynamique compte, mais où le courage du pilote compte souvent davantage encore. Et cette année, Road America a livré un scénario dont seul IndyCar semble avoir le secret. Sur le papier, Alex Palou semble parfaitement placé pour poursuivre sa domination. Le pilote Ganassi avait décroché la pole position et visait une 4e victoire sur ce tracé. Mais comme souvent en IndyCar, la théorie et la réalité n'ont passé que quelques minutes ensemble avant de divorcer. Le héros du jour s'appelle Christian Lundgaard. Le pilote McLaren a pourtant vu sa course partir en fumée dès le premier tour. Un contact avec Scott Dixon dans le virage 1 endommage son aileron avant et provoque une crevaison. Passage immédiat par les stands au 2e tour. Changement de pneus, remplacement du museau et retour en piste en dernière position. Mais Road America est un terrain où les stratégies peuvent renverser les montagnes. Lundgaard et McLaren ont alors complètement réécrit leur course. Profitant d'une gestion parfaite des arrêts, d'un rythme solide et des différentes stratégies pneumatiques, le Danois a progressivement remonté le peloton. Pendant ce temps devant, la hiérarchie changeait constamment entre Armstrong, Malukas, Rahal, Joseph Newgarden et Alex Palou. La première grande secousse du classement intervient lorsque Palou est sanctionné pour excès de vitesse dans la voie des stands au 29e tour. Sur l'une des plus longues pit lanes du championnat, la pénalité est particulièrement coûteuse. Le quadruple champion chute ainsi jusqu'à la 22e place. Comme souvent avec Palou, la catastrophe reste toutefois relative. L'Espagnol se lance dans une remontée spectaculaire pour finalement sauver une 5e place qui ressemble presque à une victoire stratégique. Devant, Marcus Armstrong semblait quant à lui filer vers un premier succès historique. Le pilote Chunk Racing avait parfaitement exécuté sa stratégie et possédait encore près de 3 secondes d'avance à 5 tours de l'arrivée. Puis la mécanique a décidé qu'elle voulait également participer au spectacle. À la sortie du virage 6, le moteur Honda d'Armstrong commence à ratatouiller avant de s'éteindre complètement. Aucun avertissement, aucun signe précurseur, juste une victoire qui disparaît dans un nuage d'incompréhension. Lundgaard hérite alors du commandement au 52e des 55 tours. Le drame d'Armstrong provoque une neutralisation qui va offrir un sprint final d'un seul tour. Derrière le leader, David Malukas rêve encore d'un premier succès en IndyCar, tandis que Graham Rahal et Will Power s'échappent pour la dernière marche du podium. Et le duel tourne mal, comme souvent en IndyCar. Power profite de sa meilleure vitesse de pointe dans la longue ligne droite arrière et tente une attaque extérieure à l'approche de Canada Corner. Les deux monoplaces se touchent, Rahal part en tête à queue dans le bac à gravier et la course se termine ainsi sous drapeau jaune. Rideau, Christian Lundgaard franchit la ligne en vainqueur après avoir été dernier au 2e tour. Une remontée exceptionnelle qui offre aux Danois sa 2e victoire de la saison après son succès sur le circuit routier d'Indianapolis au mois de mai. C'est également la 3e victoire de sa carrière en IndyCar après Toronto 2023. Derrière lui, David Malukas doit encore se contenter de la 2e place. C'est déjà son 3e podium d'honneur de l'année, mais la première victoire continue de lui échapper. Will Power complète le podium et offre à Andretti son meilleur résultat de la saison. La surprise du jour vient également de Kyffin Simpson. Souvent discret depuis son arrivée en IndyCar, le pilote Ganassi signe une excellente 4e place, son meilleur résultat dans la discipline. Au championnat, Alex Palou continue malgré tout de contrôler la situation, même avec une pénalité et une 5e place. L'Espagnol conserve une confortable avance de 60 points sur David Malukas. Kyle Kirkwood reste 3e à 61 unités, soit seulement un point du dauphin actuel, tandis que Lundgaard revient progressivement dans la discussion avec un retard ramené à 77 points. Autrement dit, Palou a encore de la marge, mais Road America a rappelé qu'en IndyCar, une crevaison, une pénalité ou une panne moteur peuvent transformer un week-end parfait en exercice de survie. La prochaine étape mènera le paddock à Mid-Ohio, autre classique du calendrier américain. Un terrain plus étroit, plus technique et souvent plus impitoyable encore pour les ambitions
au championnat. Motors, En deux roues, Marquez commence à sentir une nouvelle odeur de titre, pendant que Bezzecchi découvre que personne n'est au-dessus des règles. 9e manche d'une saison MotoGP qui en comptera 22. Le championnat retrouvait l'un de ses circuits historiques, Brno. Niché dans les collines de Moravie, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville tchèque, l'autodromo Brno est un monument du motocyclisme moderne. Avec ses 5,4 km, ses dénivelés naturels, ses longues courdes rapides et ses gros freinages en descente, le tracé récompense traditionnellement les pilotes capables de conserver de la vitesse en courbe. Une qualité qui, depuis plus d'une décennie maintenant, correspond parfaitement à Marc Marquez. Mais avant même l'extinction des feux dimanche, le week-end avait déjà pris une tournure inattendue. Le leader du championnat, Marco Bezzecchi, a été exclu de la course principale après un incident, et il faut le dire un très mauvais geste, avec un commissaire de piste. Une sanction rarissime au plus haut niveau, mais un rappel utile. En MotoGP, même le leader du championnat n'est pas intouchable. Qu'importe le nombre de points marqués ou le statut acquis, les règles restent les règles. Un cadeau inespéré pour ses poursuivants. Le sprint du samedi avait déjà donné le ton, alors qu'Ai Ogura découvrait les joies d'une première pole position en MotoGP au guidon de son Aprilia. Pecco Bagnaia a rappelé pourquoi il demeure l'un des meilleurs starters du plateau. Auteur d'un envol parfait depuis la 3e place, le pilote Ducati prenait immédiatement les commandes devant le japonais. Derrière, Marc Marquez observait comme souvent. Et comme souvent, cela inquiétait tout le monde. Bagnaia a imposé un rythme élevé tandis qu'Ogura s'accrochait à la Ducati officielle. Plus loin, Pedro Acosta et Jorge Martin se livraient une bataille spectaculaire avant que le pilote KTM ne chute au virage 11. Puis ce fut au tour de Bezzecchi de partir à la faute au virage 3 alors qu'il occupait une solide 5e place. Une chute coûteuse, on vous en a parlé tout à l'heure, très coûteuse. À l'avant, Bagnaia conservait suffisamment de marge pour résister au retour d'Ogura dans les derniers tours. Le japonais échouait à seulement 2 dixièmes, tandis que Marc Marquez complétait le podium après avoir progressivement réduit l'écart. Bagnaia remportait ainsi sa première victoire sprint de la saison. Un succès important, mais qui allait rapidement être éclipsé par les événements du lendemain. Dimanche, avec Bezzecchi absent de la grille, tous les regards se tournaient vers Marc Marquez. Le champion du monde arrivait à Brno, porté par sa démonstration de force réalisée 2 semaines plus tôt à Balaton Park, en Hongrie, et surtout avec un circuit qui lui a toujours parfaitement convenu. Cette fois pourtant, rien ne lui fut offert. Ai Ogura réalisait le départ idéal pour conserver la tête devant Fabio Di Giannantonio et Marquez. Mais très vite, Bagnaia s'intercalait et démontrait une nouvelle fois son excellente forme du week-end. Au 2e tour, l'Italien prenait les commandes. Quelques virages plus tard, Marquez s'installait à son tour devant Ogura. Le trio allait alors construire sa propre course. Derrière eux, Pedro Acosta tentait de suivre le rythme, tandis que Jorge Martin devait effectuer ses 2 longues laps penalties. Le champion 2024 se retrouvait rapidement rejeté hors du top 10 et ne reviendra jamais réellement dans le match. À l'avant, Bagnaia donnait tout ce qu'il avait. Mais lorsque Marc Marquez commence à sentir l'odeur d'une victoire, la pression devient généralement insoutenable. À 7 tours de l'arrivée, le pilote Ducati lançait l'offensive décisive au virage 4. Dépassement propre, précis, irréversible. Une fois en tête, le champion du monde imprimait immédiatement un rythme supérieur. Derrière lui, Bagnaia devait désormais défendre sa 2e position face à un Ai Ogura toujours plus rapide. Le japonais trouvait finalement l'ouverture à 5 tours du but. La chasse était lancée. Tour après tour, l'écart descendait. 8 dixièmes, 7, 6, 5... mais jamais suffisamment. Marquez gérait parfaitement sa fin de course et franchissait la ligne avec 4 dixièmes d'avance. Une marge certes modeste sur le papier, mais qui reflète surtout la maîtrise totale dont il a fait preuve lorsqu'il a fallu hausser le rythme. La victoire de Marquez vaut beaucoup plus que 25 points. Au Mugello, après le Grand Prix d'Italie, le pilote Ducati accusait encore 102 points de retard sur Marco Bezzecchi. Aujourd'hui, l'écart n'est plus que de 40 unités. En 4 courses, le rapport de force a complètement changé. L'exclusion de Bezzecchi dimanche amplifie encore davantage le phénomène. Aprilia conserve certes la tête au championnat, mais la dynamique n'est plus du tout la même. Après 3 victoires consécutives en début d'été, la marque italienne voit désormais revenir dans ses rétroviseurs le pilote le plus dangereux du plateau au guidon d'une autre italienne. Et ce pilote porte le numéro 93. L'autre grand vainqueur du week-end est évidemment Ai Ogura. Pole position, 2e place en sprint, 2e place en Grand Prix. Le japonais a réalisé le meilleur week-end MotoGP de sa jeune carrière et s'affirme désormais comme un candidat régulier au podium.
Chez Ducati, Bagnaia repart lui aussi rassuré. 2 podiums, une victoire sprint et un rythme retrouvé après plusieurs manches compliquées. Le MotoGP prend désormais la direction d'un autre sanctuaire de la vitesse, le TT Circuit d'Assen, surnommé la Cathédrale. Le tracé néerlandais accueillera la 10e manche le week-end prochain. Et pour la première fois depuis longtemps, Marco Bezzecchi n'abordera pas une course en regardant derrière lui avec sérénité. Marc Marquez est revenu à 40 points. En MotoGP, cela représente certes encore beaucoup, mais lorsqu'un octuple champion retrouve son rythme de croisière, cela peut disparaître très vite. Néanmoins, Bezzecchi conserve donc la tête avec 180 unités, 8 devant son coéquipier Jorge Martin et 23 sur Di Gianantonio de la VR46, qui sent déjà le souffle chaud de Marquez dans son cou, 17 points derrière. Motors. Retour du MXGP à Montevarchi en Toscane sur le Cosdromo Miravalle, 20 ans après le dernier passage de la série sur ce tracé. Un vrai circuit à l'ancienne, perché dans les collines avec une surface que la discipline appelle poliment hard soil. Traduction, du béton sablé, du grip qui part en vacances sans prévenir et des pilotes qui doivent ouvrir les gaz avec la délicatesse d'un démineur. Ce qui n'est pas leur point principal, je vous l'accorde. Après une semaine de pause européenne, les frères Konen revenaient d'un crochet remarqué par les États-Unis où ils auraient sécurisé leur avenir américain dès la saison prochaine. Et soyons honnêtes, imaginez les frères Lawrence face aux frères Konen, Australie contre Belgique, c'est déjà le genre d'affiche qui fait mousser les claviers. Le samedi, les qualifs ont immédiatement planté le décor. En MXGP, Tim Geiser retrouvait enfin la lumière avec sa première victoire qualificative depuis plus d'un an et la première avec Yamaha. Derrière lui, surprise splendide, Jan Pankar signait une 2e place majuscule devant Andrea Adamo. Les favoris, eux, avaient choisi l'option départ dans le tambour de machine à laver. Lucas Konen, Romain Fèvre et Jeffrey Herlings bouclaient le premier tour groupé autour du fond du top 15 avant de remonter péniblement sur une piste où doubler relevait parfois de la chirurgie au marteau. En MX2, même scénario de chaos organisé, Simon Langenfelder chutait dès le premier virage et emmenait avec lui une partie du gratin, Sacha Konen, Guillaume Fares, Liam Everts et Yanis Rezoulis. Mathis Valin, le français, profitait de l'ouverture pour filer devant et dominer la manche qualificative, pendant que Fares et McLellan limitaient brillamment les dégâts. Konen, lui, remontait 4e malgré une nouvelle glissade. Déjà, le message était clair. À Montevarchi, le départ comptait, mais survivre comptait davantage encore. Le dimanche, Jeffrey Herlings a rappelé pourquoi son surnom The Bullet n'est pas une coquetterie marketing. Et non, en première manche MXGP, le néerlandais signait le all shot devant son coéquipier Tom Vial et résistait jusqu'au bout à Maxime Renault et Lucas Konen. Les 3 premiers terminaient en moins de 3 secondes, preuve qu'Herlings a encore cette capacité rare à transformer une piste sans grippe en terrain de chasse personnel. La deuxième manche revenait à Tim Geiser, malchanceux en première course après un problème de roue avant provoqué par le chaos du départ. Le Slovène s'imposait devant Herlings et Konen, offrant à Yamaha une victoire de manche et Herlings le général avec un score de 1-2. Sa 116e victoire en Grand Prix, la 20e en Italie. Le monsieur a donc davantage de victoires italiennes que certains pilotes n'ont de bons départs dans une saison. Lucas Konen, avec 2 troisième places, termine 2e du GP sur une piste qu'il n'appréciait pas particulièrement. Et c'est probablement cela le signe le plus inquiétant pour ses rivaux. Même quand il n'aime pas le menu, il repart avec l'addition payée par les autres. Herlings reprend quelques points mais reste tout de même à 56 longueurs du Belge au championnat. Le général de ce MXGP et Herlings donc s'impose avec un total de 47 points devant Lucas Konen 40 et Maxime Renault le français 37 points. Au championnat, Lucas Konen reste en tête avec 449 points, Jeffrey Herlings 393 et Romain Fèvre l'autre français avec un total de 347 points. Motors. En MX2, Sacha Konen a gagné sans gagner de manche et c'est exactement ce qui rend sa journée intéressante. Deuxième derrière Guillaume Fares pour triomphe en première course, puis deuxième derrière une autre triomphe, celle de Camden McLellan en seconde. Le pilote KTM remporte le général avec 2 résultats propres, froids et bien gérés. Fini le Sacha uniquement pyromane des premiers tours. Ici, il a piloté en leader de championnat. Fares confirme son statut de vraie menace avec une victoire de manche et la 2e place du GP.
McLellan remporte la seconde course et complète un podium 100% cohérent avec la dynamique actuelle. Conan tient la plaque rouge, mais les triomphes arrivent avec les dents dehors. Langenfelder, en revanche, perd gros, très gros. 3e en première manche, seulement 12e en seconde. L'Allemand recule au 4e rang du championnat, derrière les 2 pilotes triomphes. Le genre de week-end où le sable dur devient surtout dur pour le moral. Prochaine étape à Gueda, au Portugal. Terre rouge, appui plus franc, public brûlant. Bref, un autre laboratoire parfait pour vérifier si les Conan contrôlent vraiment l'Europe avant de partir électrifier l'Amérique. Motors. Pour conclure cette rubrique, 2 roues direction les États-Unis justement, où le pro motocross continue d'incarner le versant le plus brutal, spectaculaire, argenté et convoité de la moto off-road. Entre motocross pur, culture supercross et objectif SMX en arrière-plan, le championnat américain reste la grande obsession de tout pilote qui rêve de mesurer son poignet droit à ce que la planète produit de plus féroce. 4e manche outdoor de la saison à High Point Raceway marquait l'arrivée de la série sur la côte Est. Situé en Pennsylvanie, ce tracé historique, surnommé le Country Club of Motocross, n'a de Country Club que le nom. Ici, les bosses ne servent pas à décorer le paysage et les ornières ne demandent jamais la permission avant de vous envoyer visiter le comté voisin. En 450, Hunter Lawrence a livré une démonstration totale, déjà rapide en qualification, derrière son frère Jet et devant Jorge Prado. L'Australien a ensuite transformé ses 2 départs en prise de pouvoir. All shot, rythme, écart immédiat, la première manche a très vite ressemblé à une leçon privée et familiale. Jet, parti seulement 11e, est bien remonté jusqu'à la 2e place, mais Hunter avait déjà ouvert une faille de plus de 10 secondes. Prado complétait le top 3 devant Hayden Digan. La seconde manche a confirmé le scénario. Les 2 frères Lawrence sortaient en tête, Hunter prenait l'avantage puis s'échappait. Jet suivait, Digan revenait fort en fin de course, mais jamais assez pour empêcher le doublé Honda. Hunter signait donc un 1-1 limpide, sa 2e victoire de la saison et la 3e de sa carrière en catégorie reine. Jet termine 2e avec un 2-2. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un excellent dimanche, samedi en l'occurrence. Pour lui, c'est presque une anomalie statistique. Seulement la 5e fois qu'il ne gagne pas en catégorie reine, malgré un 29e podium en 31 départs. Le garçon a placé la barre si haut qu'une 2e place commence à ressembler à une panne de climatisation dans un palace. Hayden Digan complète le podium avec un solide 4-3, confirmant qu'il apprend très vite le métier en 450. Prado, 4e du général, reste placé, mais encore un cran trop court pour jouer la victoire. Au championnat, Jet conserve la plaque rouge avec 182 points, mais Hunter revient à seulement 2 unités. La guerre froide familiale prend donc des allures de barbecue australien sous kérosène. A noter qu'au championnat, Digan est donc 3e avec 144 points, devant l'Espagnol Jorge Prado 122 points et Hampshire avec 121 unités. Motors. En 250, Cole Davis a signé le grand moment du week-end. Déjà le plus rapide en qualif, le néo-zélandais a ensuite remporté les 2 manches avec une autorité impressionnante. Dans la première, Davis a profité de la chute de Julien Baumer, alors leader, pour prendre les commandes avant de résister au retour du pilote KTM. Joe Shimoda terminait 3e, tandis que Levi Ketchum sauvait une 6e place après une chute. Dans la seconde, Davis n'a laissé aucune place au suspense. All shot, contrôle, victoire. Derrière, Baumer assurait encore de la 2e place, tandis que Kaiden Miner résistait à Shimoda pour compléter le podium de manche. C'est Hammaker, lui, voyait son week-end exploser avec une grosse chute et un abandon. Davis devient ainsi le 95e vainqueur différent en 250 Pro Motocross et le premier néo-zélandais à gagner depuis Ben Trolley en 2007. La petite fougère argentée a donc retrouvé le sommet et pas en demandant poliment. Au championnat, Levi Ketchum pointe 150 points, 1 point devant Joe Shimoda, 1 point devant Julian Baumer 148, Cole Davis est 4e avec 143 points devant Seth Hammaker avec 134 unités. La catégorie 250 reste donc une véritable cocotte minute, 4 pilotes en 7 points, Hammaker qui tombe de la tête au 5e rang et Davis qui surgit dans la lutte au titre après son premier triomphe outdoor. Le championnat américain marque une pause le week-end prochain avant de reprendre le 4 juillet à Redbud dans le Michigan. Un classique absolu et avec des écarts aussi serrés, Buchanan pourrait très vite ressembler à une déclaration d'indépendance rédigée en crampons.
Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors is back. On va s'intéresser cette semaine à un des sujets les plus sensibles et pourtant parmi les plus méconnus des spectateurs, la suspension d'une voiture de rallye. Lorsqu'on discute préparation automobile, les conversations tournent souvent autour de la puissance. Combien de chevaux, quel turbo, quel carto. Pourtant, demander à n'importe quel pilote expérimenté et équipé d'un cerveau fonctionnel, si, il y en a encore. Ce qui fait réellement gagner du temps dans une spéciale, il vous répondra souvent quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Les suspensions. Car la puissance ne sert à rien si les pneus passent leur temps à rebondir au-dessus de la route et donc à ne pas faire passer la puissance au sol. Et c'est justement là qu'interviennent les fameux amortisseurs. 3 voies notamment, véritables stars des voitures de rallye modernes. Mais avant de parler de technologie de pointe, commençons par la base. Pour beaucoup de passionnés, tout commence avec ce qu'on appelle un combiné fileté. Le principe est simple, l'amortisseur et le ressort forment un ensemble unique. Une bague filetée permet de régler la hauteur de caisse. Selon les modèles, il est également possible d'agir sur la fermeté de l'amortisseur. Pour un budget généralement compris entre 1500 et 4000 € le jeu complet, on dispose déjà d'un outil très efficace. C'est le niveau de suspension que l'on retrouve sur de nombreuses voitures de rallye des débutants ou des moins argentées. Et c'est généralement à ce moment-là que certains pilotes découvrent une vérité parfois douloureuse. Baisser une voiture ne la rend pas automatiquement plus rapide. Parfois, cela la rend simplement plus basse et plus esthétique. Le chrono, lui, reste parfaitement insensible aux effets de mode. Contrairement à une idée reçue, l'amortisseur n'absorbe pas les chocs, c'est le ressort qui stocke l'énergie. L'amortisseur contrôle simplement la vitesse à laquelle ce ressort travaille. Sans amortisseur, une voiture rebondirait continuellement après chaque bosse. L'objectif est donc de maintenir les pneus en contact permanent avec le sol. Et comme en rallye, le sol est rarement aussi lisse qu'une table de billard, le travail devient rapidement complexe. Et c'est souvent là que les choses commencent réellement à se compliquer. Car un amortisseur ne travaille jamais seul, il travaille avec un ressort. Et ce ressort existe dans de nombreux tarages, ces fameux chiffres mystérieux. Vous entendrez parfois parler d'un ressort de 60 Newton par millimètre, 80 ou encore 100 Newton par millimètre. C'est simplement la force nécessaire pour le comprimer. Plus le chiffre est élevé, plus le ressort est dur. Un ressort plus dur limite les mouvements de caisse. Un ressort plus souple favorise généralement la motricité et l'absorption des irrégularités. Sur le papier, cela paraît simple. Dans la réalité, c'est déjà un véritable jeu d'équilibriste. Une voiture trop souple peut devenir imprécise. Une voiture trop rigide peut perdre de l'adhérence parce que les roues ne suivent plus correctement le relief du terrain et ne passent plus la puissance au sol. Comme souvent en sport automobile, le meilleur compromis se situe rarement dans les extrêmes. Petit aparté en ce qui concerne les apprentis ingénieurs qui coupent parfois les ressorts afin de baisser la hauteur de caisse de leur voiture du quotidien, mauvaise idée. C'est le meilleur moyen de cogner les butées et se retrouver avec des suspensions qui traversent le capot, au mieux. Bref, de la connerie pure. Puis arrive le moment où certaines équipes franchissent une nouvelle étape, les amortisseurs dits 3 voies. À partir de là, on quitte le monde du simple réglage pour entrer dans celui de la mise au point. Un amortisseur 3 voies possède généralement 3 réglages complètement indépendants. La compression basse vitesse, la compression haute vitesse et la détente. 3 réglages, 3 possibilités d'améliorer la voiture, 3 possibilités également de la rendre moins performante si l'on ne sait pas exactement ce que l'on fait. Attention au piège sémantique, La basse vitesse ne correspond pas à la vitesse de passage de la voiture. Elle correspond à la vitesse de déplacement de l'amortisseur. Cette voie agit principalement lors des freinages, des accélérations, des prises d'appui et des transferts de masse. C'est souvent le réglage qui influence le plus les sensations du pilote. Une compression basse vitesse, plus ferme, rend généralement la voiture plus directe et plus incisive, mais elle peut également devenir plus nerveuse, plus réactive
voire même inconduisible. La compression haute vitesse intervient lorsque l'amortisseur doit réagir très rapidement, par exemple sur une bosse dans un trou, lors d'une compression, sur un raccord de bitume ou encore à la réception d'un seau. C'est ce réglage qui détermine la capacité de la voiture à absorber les agressions du terrain. Trop ferme, la voiture rebondit, trop souple, elle tape en butée. Dans les deux cas, le pilote risque rapidement de manquer de vocabulaire poli à la radio ou à son assistance. Clairement, à basse célérité, c'est possiblement la haute vitesse qui sera concernée et inversement. Ainsi, à haute vitesse de passage en courbe, c'est bien le réglage basse vitesse qui devra être affiné et surveillé. La détente, quant à elle, contrôle la vitesse à laquelle l'amortisseur revient après avoir été comprimé. Si elle est trop rapide, la voiture devient alors nerveuse et instable. Si elle est trop lente, la suspension reste comprimée trop longtemps et perd en efficacité. C'est souvent sur ce paramètre que les ingénieurs passent le plus de temps, parce qu'une légère modification peut complètement transformer le comportement global du véhicule. Vous entendrez souvent les pilotes déclarer à l'arrivée on a ajouté 2 clics ou on a fermé 3 clics. Chaque clic correspond à un cran de réglage, une petite variation du passage d'huile à l'intérieur de l'amortisseur à travers les coupelles. Selon les fabricants, on trouve souvent entre 20 et 40 positions possibles pour chaque voie, ce qui représente déjà un nombre impressionnant de combinaisons. Et c'est là que l'histoire devient réellement intéressante. Si les 3 voies ne suffisaient pas à compliquer la situation, il faut maintenant ajouter les ressorts et leur dureté. Car modifier le ressort revient souvent à remettre en question une partie des réglages précédents. Imaginez avoir trouvé le réglage parfait, puis décider de monter un ressort plus dur. Immédiatement, l'équilibre de la voiture change. Le ressort contrôle l'amplitude des mouvements. L'amortisseur contrôle leur vitesse. Modifier l'un influence automatiquement l'autre. Un ressort plus ferme pourra nécessiter un amortisseur plus souple sur certaines voies. A l'inverse, un ressort plus souple pourra réclamer davantage de contrôle hydraulique. Et comme chaque essieu peut recevoir des tarages différents, les possibilités explosent littéralement. On ne parle plus de dizaines de réglages, on parle parfois de centaines, voire de milliers de combinaisons théoriques. À ce stade, le cerveau commence à produire davantage de fumée que le moteur. Et lorsqu'un pilote demande « alors on met quoi ?», la réponse la plus honnête reste bien souvent « on va essayer ». Car malgré toute la technologie moderne, une grande partie du réglage suspension reste encore empirique. Il n'existe pas de schéma exhaustif et faire appel à l'intelligence artificielle ne servira à rien. La récompense de toute cette complexité est pourtant simple, une précision extraordinaire. Il devient alors possible d'adapter la voiture à une spéciale rapide, à une route bosselée, à une spéciale humide, à un revêtement abrasif, à un profil montagneux. Les ingénieurs peuvent presque construire une suspension sur mesure pour chaque situation. C'est notamment ce qui explique les performances impressionnantes des rallyens et des meilleurs Rallye 2 actuels. Combien ça coûte ? C'est généralement le moment où les conversations deviennent beaucoup plus calmes et discrètes. Un amortisseur 3 voies haut de gamme destiné au rallye coûte généralement entre 4 000 et 7 000 euros pièce, parfois davantage selon les spécifications. Pour équiper une voiture, il faut donc compter entre 16 et 28 000 euros pour les 4 amortisseurs. Sans compter les ressorts, sans compter les révisions, sans compter les pièces de rechange et sans compter le temps de mise au point. Autrement dit, un train d'amortisseur peut facilement représenter le prix d'une petite voiture de série parfaitement roulante et parfois même neuve. Finalement, les suspensions racontent parfaitement le sport automobile moderne. Plus les possibilités de réglage augmentent, plus le potentiel de performance grimpe. Mais plus le risque de se perdre dans les réglages augmente également. Le moteur fait accélérer la voiture, les freins la ralentissent, les amortisseurs, eux, décident si les pneus restent collés à la route entre les deux. Et dans ce domaine, quelques clics bien placés peuvent parfois valoir bien davantage qu'un attelage de chevaux supplémentaires. Motors, l'invité. On reçoit cette semaine Samuel O'Haraud. On était habitué à le voir rouler à La Réunion en catégorie junior, d'abord en Rallye 5 puis en Rallye 4. Il roule désormais en électrique, 100% électrique, un choix bien particulier. Mais d'où peut venir cette idée qui paraît sur le papier totalement étrange ? Déjà l'idée elle est venue de papa qui avait les contacts forcément avec Alpine et Renault, et on a eu l'opportunité du coup d'essayer la voiture en avant-première l'année dernière. Donc moi j'ai tout de suite accroché, papa un petit peu moins, et en fait on a vu surtout l'opportunité que c'était un nouveau trophée en fait d'une formule de promotion en fait que Renault mettait en place avec Alpine,
qui vient remplacer le Clio Trophy, donc c'était plus avantageux de s'inscrire dans une formule qui est toute neuve, toute récente, pour essayer de performer et d'être un des pionniers du coup du développement de la caisse. Donc on s'est dit que c'était la meilleure idée en fait de se lancer là-dedans. Je me suis laissé dire que Michelin n'est pas totalement étranger non plus à ce choix, qui bosse en proximité immédiate avec Alpine, et tu sembles avoir de bons contacts chez le manufacturier français. Pas directement chez le manufacturier, mais via Alpine, ouais, on a quand même les contacts de Michelin, donc ça peut être un plus aussi pour moi plus tard professionnellement, on va dire, pour le travail en fait, tout simplement. On va revenir tout à l'heure à ton cursus. Prise en main de cette voiture en compétition, c'était l'an passé, à l'occasion du rallye national de l'Indre. De mémoire, c'est un deuxième diff, celui-ci, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a été pendant un moment. Tu te classais P2 à l'arrivée et 12e au général, ce qui est une belle perf, on va dire. Ouais, c'est contre toute attente, à notre grosse surprise pour une première prise en main comme ça avec la voiture, qu'on avait reçue quelques jours avant. On n'avait pas vraiment eu le temps de l'essayer ou même de s'adapter à tout ce qui est nouveau, donc pas de boîte de vitesse, du coup des petits changements à faire par rapport à mes notes, vu que mes notes étaient basées déjà sur l'angle de volant, mais forcément un droite 3 ou un gauche 2 par exemple, je sais que je vais le passer en second ou en troisième rapport maximum, donc il y avait tout ça à retravailler, donc ouais, c'était un super résultat en tout cas pour une première prise en main avec cette voiture. C'est vraiment une... Bon, ça reste du rallye, bien sûr, mais on a vraiment le sentiment que c'est une autre discipline, la gestion d'une électrique. Ouais, en plus, on le voit, à part le rallye de l'Indre, où maintenant, en championnat de France, on est à part. En fait, on est considéré comme un rallye dans un rallye. Ouais, vous êtes en rallye, ce qu'on appelle les rallyes de doublure, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ouais, il y a de la gestion à faire en liaison. Déjà, on ne peut pas se permettre de venir chauffer les pneus en longitudinal, donc avec de l'axel et du frein, parce que on vient automatiquement pomper dans la batterie, on en aura plus assez dans la spéciale. Il y a aussi la gestion de température, c'est surtout ça qui nous bride avec ces caisses-là, c'est que la température de la batterie va beaucoup jouer là-dessus. Donc si on la fait chauffer avant un départ spécial, on se retrouve pénalisé en plein milieu de spécial avec du coup des chutes de performance. Tu as démarré cette saison 2026 avec un autre copilote, c'était Blanc Laurent Descamps à tes côtés, à l'occasion du e-rallye, donc rallye de doublure, le Touquet en même temps que les grands, mais sur d'autres spéciales. P4 au général, ce qui nous a étonné, c'est qu'il y a un réel engouement sur cette formule de promotion. Vous êtes plus d'une dizaine systématiquement maintenant. Oui, ça a ramené pas mal de monde depuis l'Indre, donc c'est chouette, c'est que ça commence à se développer dans le bon sens pour Alpine et pour la 290. Donc ouais, en plus la découverte avec Laurent au Touquet, on fait un résultat qui est plutôt correct. Un peu déçu forcément vu qu'on termine à 6 secondes de la P2 au bout d'une centaine de kilomètres de spécial, ça reste décevant, mais encourageant en tout cas pour la suite, vu qu'on était déjà dans le coup avec Laurent, surtout qu'on n'avait pas d'expérience tous les deux ensemble, donc il a pu me rapporter du coup quand même pas mal de conseils, lui, de son expérience avec Philippe Maître à La Réunion et les autres pilotes qu'il a pu copiloter ici. Ouais, un mot sur la deuxième manche, c'était il y a 10 jours maintenant, à l'occasion du e-rallye des Vosges. 125 km étaient programmés pour 3, 5, 7 épreuves de vitesse. Première journée plutôt positive avec une place podium qui était accrochée. Des écarts importants déjà se faisaient jour au soir de la première étape. Et puis la deuxième étape, alors dans le S9, rien ne va plus, je serais tenté de dire, on voit les écarts qui fondent. P4 dans l'avant-dernière spéciale et malheureusement une sortie dans l'ultime chrono de 14 km 2. Oui, effectivement le samedi on avait un bon rythme, on était super contents avec Stéphane qui a fait un taf incroyable du coup pour les notes. Avec qui Stéphane Duverger, avec qui tu roules depuis 2024 à La Réunion. C'est ça. Ouais, il avait pu faire du coup le déplacement pour m'aider en tout cas ici et même lui pour prendre un peu d'expérience en CFR, sa première en CFR du coup vu qu'il avait participé uniquement à l'Indre avant. Et en vrai, on avait pu tout de suite trouver donc un système de notes en tout cas et le rythme pour être au contact, on va dire, des meilleurs d'entrée. Donc c'était plutôt encourageant, on n'était pas si loin, on était à peut-être une demi au kill des meilleurs, peut-être un peu plus des fois.
Mais ouais, problème de frein dans la première du dimanche, 25 km, donc forcément ça réduit beaucoup les écarts. On n'était pas les seuls à avoir des soucis de frein, mais en tout cas de cette ampleur-là, nous c'était une durite qui s'est sectionnée, donc on était très pénalisés en tout cas sur ça. En plus pas d'assistance après, on a dû la réparer nous-mêmes sur la liaison pour la prochaine. Et ouais, donc on perd pas mal de temps sur ces deux-là. Bah dans la 7, dans la 7, la grande dont tu parles, 25 km 7, tu concèdes 1 minute 30 en 25 km, ce qui est énorme. La spéciale à suivre que tu évoques faisait 14 km 24. Ça a l'air d'aller un poil mieux, 16 secondes sur le leader, sachant que devant ça bastonne, enfin ça amuse pas le terrain, malheureusement, à l'issue de la 9. Tu perdais la P3 au général, et puis fait impressionnant, tu te fais passer par un champion du monde pour seulement 2 secondes 6. Alors certes, c'était Julien Agracia, l'ancien navigateur d'un certain Sébastien Ogier, mais on perd le contact là, le dimanche, on perd le contact solidement, et pourtant dans la suivante, l'avant-dernière, tu réalises le 2e temps scratch sur la spéciale de 10 km, ce qui est quand même une belle perf, devant toi, Rabiou, 8 secondes 3 au bout de 10 km, moins d'une au kill sur celui qui était alors P2 au scratch. Ouais, sur celle-là, donc c'est la seule qui est fait, enfin pardon, la seule qu'on faisait en une seule fois, donc de spéciale, et c'était la première fois pour tout le monde, donc on avait peut-être tout le monde était sur un pied d'égalité, c'était une nouvelle spéciale que personne ne connaissait du coup en CFR. Donc même pour ceux qui ont de l'expérience devant comme Melvin Rabiou, on a pu montrer qu'on était capable d'aller en tout cas vous aviez le tempo pour jouer avec, en tout cas, très clairement. Ouais, on avait le tempo, c'est sûr. Bon, après, à la régulière, ça aurait été compliqué de remonter sur les 3 premiers devant, mais le but, c'était vraiment de stabiliser la place et de maintenir la P4, on va dire. Sauf que dans la dernière, malheureusement, SRSG, quand on dit pas de bobo pour l'équipage, c'est le point le plus important. Par contre, papa me disait que la voiture, elle a pris cher quand même. Oui, on a quand même tapé à assez haute vitesse, un 90-0 dans un talus, donc en plein fouet en plus en frontal, donc on a pas mal de dégâts sur la voiture, donc c'est pour ça qu'on pense pas être au départ du Rouergue malheureusement, et à voir pour le reste de la saison comment ça va se passer, en tout cas ici. Bon, en début de saison, tu étais assez occupé par tes activités professionnelles, je le disais, avec des examens. En tout cas, tu t'engages là pour te construire une carrière professionnelle, pas forcément en tant que pilote officiel, on l'a bien compris, mais toujours garder un pied directement dans la compète. Ouais, c'est exactement ça. J'ai passé les examens la semaine qui suivait le rallye, donc la semaine dernière, et j'ai déjà eu les résultats, donc ça s'est super bien passé en tout cas. Donc l'examen est validé pour le moment. Il faut que je termine donc mes stages obligatoires pour valider le diplôme dans son entièreté, et donc après ça je pourrais commencer à travailler dans le domaine du sport auto en tant que moniteur ou même en tant que pilote de développement, ce qui me ferait encore plus plaisir en tout cas de bosser dans le développement en sport auto. Ouais, c'est là où les contacts et ton passé passif chez Alpine peut se révéler. Quels sont tes contacts aujourd'hui avec toute la bande de Dieppe? Ils gardent un œil sur toi, tu les as régulièrement. C'est comme ça que tu vois ton avenir, toi, en pilote de développement, justement, spécialisé sur les formules électriques? Ça pourrait l'être, vu qu'on a été les pionniers du coup à rouler dans ces caisses-là, donc les A290 électriques. Les contacts que j'ai chez Alpine directement, ça va être l'organisateur du trophée, le directeur aussi d'Alpine, Sylvain Alanor, donc qui lui gère toute la partie sportive d'Alpine, et les ingénieurs forcément qui je pense là qui nous accompagnent tout au long de l'année, qui font un super taf en tout cas pour maintenir les voitures à jour et effectuer du coup toutes les modifications électroniques qui en a énormément sur ces caisses-là. Donc en termes de contact, ça peut se faire chez Alpine. Après à voir en termes d'expérience, la plupart du temps ils préfèrent donc des pilotes plus expérimentés comme un Manu Guigou par exemple, qui gère plus le développement des véhicules de compétition d'Alpine, donc à voir sur ce point-là si ça peut le faire ou pas. Ouais, parce qu'on va parler clairement, un pilote de développement, c'est pas quelqu'un à qui on demande d'aller vite, c'est quelqu'un à qui on demande d'avoir un feedback technique très important, du ressenti, et éventuellement une base de comparaison avec d'autres voitures, je suppose. C'est ça, on va surtout lui demander d'exécuter certaines tâches au volant.
Donc par exemple sur des freinages effectués donc je sais pas, peu importe, des freinages sur telle distance mettre le véhicule en contrainte de telle ou telle manière et remonter les informations aux ingés ensuite grâce aux data. Bon, voilà. Donc globalement c'est le job d'un pilote de développement, c'est assez astreignant, hein. C'est effectivement de la data, surtout sur ces voitures nouvelle génération 100% électriques, de la data, des contraintes, c'est très répétitif, hein, comme travail, hein. C'est ça, donc oui, il faut quand même de l'expérience, donc ça se fait avec le temps et je pense qu'ils priorisent pour ça donc les pilotes plus âgés, plus expérimentés. Donc tu sais que fin juillet il y a le Tour Auto. Est-ce que on aura l'occasion de te voir rouler cette année au Tour Auto? Ça aurait été avec plaisir, mais je pense que ça va être trop compliqué même en termes de contraintes financières là pour les déplacements, et puis j'aurais préféré favoriser une saison complète ici en championnat de France, et même ça va être difficile là en ce moment, donc je pense que on va patienter un peu. Ce sera peut-être plus pour l'année prochaine si tout se déroule bien et que toutes les étoiles s'alignent. Ton avenir en championnat de France justement, donc le Rouergue ça semble compliqué puisque un gros pet avec une électrique, faut revérifier tous les capteurs, tous les branchements, enfin c'est un vrai bordel, on change pas simplement un cardan ou un bras, il y a vraiment tout un boulot derrière. Ton prochain rendez-vous sur le papier c'est quand? Concrètement, ça aurait été le Mont Blanc, mais donc je ne sais pas encore ce qui va se passer pour la voiture en termes de réparation. Elle a quand même été bien touchée, donc à voir si la saison elle n'est pas compromise pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'informations sur le reste de la saison en tout cas. Motors, l'invité. Allez, client suivant, et pas n'importe quel client, on a le plaisir de recevoir Jordan Berfa qui était venu rouler à La Réunion à l'occasion des 1000 km 2024 au volant d'une modeste Clio Rallye 5 de location, et il a tiré le gros lot avec une Lancia Y Rallye 2. Ce sera le premier pilote privé à bénéficier d'une telle voiture. C'est un petit peu Noël avant l'heure. Ouais, c'est Noël avant l'heure. C'était un peu le deal qu'on avait avec Stellantis, ils ont vraiment respecté et honoré le deal qu'on avait ensemble. C'était qu'on ait la voiture pour faire le rallye à la Montagne Noire courant juillet, et on l'a eu début juin. Donc ils ont vraiment respecté les délais. Donc voilà, on a roulé un petit peu, on est très excités de commencer notre premier rallye qui va être ce week-end. Donc voilà, écoute, pour l'instant, tout se passe bien. Bon, je suppose que tu l'as déjà pris en main, tu as pu avoir quelques comparatifs sur ta si célèbre base d'essai. Tu vas rouler ce week-end, tu le disais, au rallye du Val-Espire, une épreuve que tu as disputée l'an passé, c'était avec ta Hyundai, où tu avais bastonné avec Genesca, avec plusieurs changements de leader tout au long de l'épreuve. Finalement, il enlève la mise dans la dernière spéciale. C'est une épreuve qui te tient à cœur là pour inaugurer cette voiture. C'est pas une épreuve qui me tient à cœur, mais je voulais y aller parce que déjà l'année dernière on n'a pas gagné, donc j'aimerais y aller pour gagner, et surtout ça nous fait un bon roulage avant le Rouergue qui est début juillet. Donc au moins ça nous fait déjà 130 km de chrono pour vraiment voir avec la concurrence, voir par rapport à l'année dernière, nos chronos de l'année dernière, voir plein de choses pour comparer déjà, et puis ça nous fait surtout du roulage pour comprendre et apprendre, parce que c'est pas, on a fait 80 km d'essai, mais c'était vraiment pour comprendre, voir toutes les différences qu'il y avait, et il faut maintenant commencer à travailler, se la mettre en main, c'est pas pareil. Le rallye du Val-Espire, la première étape est strictement identique à celle de l'an passé, me semble-t-il, oui. Avec il y a 500-600 mètres en moins sur une des spéciales. Dimanche, il y a des variantes de spéciales et de terrain que tu connais déjà, forcément. Le dimanche, c'est exactement la même, sauf qu'ils l'ont raccourci. D'accord, ça va se présenter. C'est exactement la même. Donc l'avantage, c'est que autant Arnaud, Genesca que moi, on connaît le parcours parce qu'on l'a fait l'année dernière. Lui, il revient avec la Skoda RS, moi je vais avec la Lancia. Donc ce qui est bien, c'est que ça sera vraiment le même terrain, donc on va pouvoir vraiment comparer, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Bon, très rapidement, Jordan, on espérait te voir pour les 1000 km avec ta Hyundai. Tu as passé 10 ans au volant d'une Hyundai i20. Ça va quand même être un changement radical. C'est vraiment une nouvelle génération. Cette Lancia Y avec des ballasts actifs, un empattement plus court. Ça, à travers tes kilomètres d'essai, tu as déjà ressenti un besoin de t'adapter vraiment différemment avec un pivot plus rapide réputé sur cette voiture. Mais écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Déjà, l'exploitation moteur est complètement différente. Il y a beaucoup plus de couple.
Donc tu tombes moins de vitesse, ça c'est certain, tu sais beaucoup plus sur rapport engagé. Le freinage, tu peux quand même freiner plus tard. Il y a beaucoup plus de grip dans le virage, donc si tu veux, on a déjà vu beaucoup de choses qui sont différentes. Après, il va falloir que moi je m'adapte aussi, parce que ça fait 10 ans qu'on roule dans la Hyundai, donc ça fait 10 ans qu'on on la connaît par cœur, on sait là où ça passe, où ça passe pas. Et là, il y a des virages où ça va passer beaucoup plus vite, où il y a des choses qui vont passer beaucoup bien plus rapide, ou freiner bien plus tard, et il va falloir que je m'adapte et que je me mette dans la tête, et après, commencer à travailler les réglages pour que je puisse me mettre la voiture à ma main, on va dire. Ouais, parce qu'il y a des dimensions qui sont quand même assez différentes, un empattement différent de la Hyundai, ça va changer la donne évidemment, notamment sur certaines parties d'asphalte. À travers tes 80 km d'essai, t'as on va pas te demander de nous dire au kilomètre à combien de dixièmes on est, mais tu ressens vraiment une grosse différence là? Il y a de la différence, oui. Combien, moi je le sais, on a fait plusieurs terrains pour comparer, mais ça c'est mon petit secret que je me gardais pour moi, et que il y a très peu de monde qui le savent, parce que je veux pas raconter de bêtises, et on fera les comptes dimanche soir, on va les spire pour voir si le gain qu'on a trouvé à l'essai correspond à ce qu'on a fait au rallye. Mais c'est vrai qu'il y a une différence, et il y a une grosse différence là où je te rejoins, c'est l'empattement plus court, donc la voiture elle tourne beaucoup mieux, donc là où on a trouvé le plus de gains, effectivement, c'est dans le ferré. Un mot en ce qui concerne cette voiture, je le disais, tu es le premier pilote privé à bénéficier de cette voiture littéralement usine. Quel est l'environnement technique avec les hommes de Stellantis? Didier Clément te délègue un ingé, c'est quelqu'un qui vient, qui suit la voiture, il y a un environnement important autour de toi là? Mais écoute, pas spécialement, mais moi j'ai débuté mes rallyes avec Citroën. Je suis passé à 208 R2, j'ai fait de la DS3 S3 Max, on a roulé un peu en mondial, un championnat du monde avec Peugeot. Donc en fait, tous les gars que j'ai connus auparavant chez Stellantis sont quasiment à peu près tous restés, donc t'as l'impression de revenir un peu dans ta famille quand t'étais petit. Donc non, j'ai pas d'ingénieurs qui me suivent, mais en tout cas, les gars que j'avais à l'époque, ils sont toujours là, j'ai toujours les mêmes liens avec eux, on s'appelle régulièrement au téléphone, dès que t'as de questions, ils sont toujours là pour t'aider, donc non, j'ai pas d'ingé qui me suit toute la journée avec moi, mais en tout cas, c'est sûr que si on a le moindre problème ou t'as de questions, il y a toujours quelqu'un qui est là, ils sont super à l'écoute, et puis comme je te dis, moi je les ai à peu près tous connus quand j'ai commencé, que j'avais 18 ans, et on va dire que les 3 quarts sont restés. Ils sont souvent en essai à Mazamet pour faire le développement, et c'est des gars que je connais depuis que je suis tout petit, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés aussi de la grande époque, donc je te dis, t'as l'impression de retourner un peu dans ta famille quand t'étais petit, donc c'est ça qui est pas mal aussi. Écoute, on te souhaite de prendre beaucoup de plaisir et d'en découvrir tout plein avec cette voiture dès ce week-end, en préparation d'un des événements majeurs pour toi en championnat de France, en CFR cette fois-ci, à l'occasion du Rouergue, qui est une épreuve qui traditionnellement te réussit. Enfin, tu es plutôt à l'aise et tu connais bien ces terrains aussi. Ouais, c'est le terrain qu'on connaît le mieux, je veux dire, sur le CFR. Ça nous réussit régulièrement, ça nous fait réussir bien, on va dire. Donc voilà, moi je voulais essayer de préparer ça correctement, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va être attendu, c'est certain. Donc on va essayer de travailler correctement ce week-end pour être on sera jamais prêt à 100% pour le Rouergue, mais il faut quand même qu'on montre quelque chose. Donc voilà, écoute, on part sans pression, on va faire de notre mieux, et puis bon, je suis pas trop inquiet, on sait faire, donc on va s'adapter facilement et rapidement, je pense. Dernier truc, et je te libère, il y a un petit autocollant 974 sur ta voiture, c'est Kevin Deberge qui est venu lui mettre sa robe. Oui, c'est exactement ça, Kevin il est à l'intérieur, tu vois, à la clim, et ça fait 2 jours qu'il bosse à bloc pour faire la voiture, donc voilà, Kevin il est à bloc, il bosse à fond, il bosse super bien. De toute façon, quand tu fais venir un gars de l'autre bout du monde pour faire ça, c'est que ça en vaut la peine. Donc voilà, donc la déco, je pense qu'elle sera sur les réseaux sociaux ce soir ou demain matin quand il aura tout fini. Merci Jordan, tes derniers trucs là, t'es en couleur Martini quand même globalement sur cette voiture, non? T'as repris les couleurs historiques de l'ancien, non? Ouais, ça y ressemble fortement, ça y ressemble fortement, on va dire. Bon écoute, bon courage à toi, bonne reco, et puis bon rallye, on va suivre ça d'assez près. Salut Jordan. Merci beaucoup, à bientôt. Motors, le programme.
Après un week-end particulièrement chargé, les sports mécaniques ne ralentissent absolument pas la cadence et encore, je ne vous ai pas parlé du week-end à venir. Entre la deuxième moitié du championnat WRC qui débute chez les Hellènes, une F1 qui poursuit sa tournée estivale européenne, un MotoGP relancé par Marc Marquez et un MXGP qui change totalement de visage, le menu s'annonce copieux dès ce week-end. Motors. Le championnat du monde des rallyes débarque en Grèce pour sa 8e manche de la saison et donc l'ouverture de la seconde moitié du championnat. L'Acropole reste l'une des épreuves les plus redoutées du calendrier. Rochers tranchants, température infernale, suspension mise à la torture et mécanique poussée dans ses retranchements. Ici, terminer indemne représente déjà une victoire partielle. Après le safari kényan qui a transformé plusieurs rallyens en puzzle roulant, les équipages retrouveront une autre forme de souffrance. Cette fois, ce ne sera plus la boue béton africaine, mais les pistes cassantes grecques qui feront office de juge de paix. Ajoutez à l'équation la fragilité des pneus désormais historiques, des Hankook, et vous obtenez un combo parfait de changements incessants. L'enjeu sera particulièrement important pour les prétendants au titre qui entrent désormais dans la phase où chaque abandon ou contre-performance coûte désormais double. Après une spéciale Mickey Mouse de 1,86 km, toujours spectaculaire, le jeudi soir, on rentre dans le vif à partir de vendredi jusqu'à dimanche avec 323 km 31 répartis en 17 spéciales dont la Power Stage pour terminer dimanche à 14h15 local, soit 16h15 réunion. L'étape de vendredi est la plus copieuse avec 6 chronos pour 122 km 22 face à la montre, le tout assorti d'une séance de balayage pour les leaders de la série, Evans devant Katsuta et Solberg. En WRC2, notez que les deux frangins Russell seront de la partie, ainsi que tous les clients habituels de la série. Motors. En F1, Grand Prix d'Autriche, cap donc sur Spielberg et le mythique Red Bull Ring, l'ancien A1 de 4 km 326. Avec ses seulement 10 virages et un tour parmi les plus courts de la saison, le circuit autrichien donne souvent l'impression d'être simple. C'est un piège, les écarts se mesurent régulièrement en centièmes et la moindre erreur coûte plusieurs positions. 3 longues accélérations suivies de gros freinages, un secteur final plus fluide et des dénivelés naturels font de Spielberg un circuit où l'efficacité aéro et la motricité sont cruciales. La bataille Mercedes-Ferrari sera particulièrement surveillée, tout comme la capacité de Red Bull à performer sur son propre terrain. Historiquement, peu d'équipes aiment perdre à domicile, encore moins quand le nom du circuit est littéralement celui de leur entreprise et généreux sponsor. Il faudra sans doute composer également avec des McLaren toujours dans les beaux coups ponctuellement. Après les qualifs samedi à 16h local, soit 18h à La Réunion, place aux 71 tours au programme du dimanche, départ à 15h local, soit 17h sous nos latitudes. Motors. En MotoGP, après Brno, direction Assen, la cathédrale de la vitesse. Présent au calendrier depuis la création du championnat du monde en 1949, le circuit néerlandais n'a manqué qu'une seule édition. C'était en 2020 pour cause de Covid. D'abord disputé sur routes ouvertes avant la construction du circuit permanent en 1955, Assen reste l'un des tracés les plus appréciés des pilotes grâce à son enchaînement rapide de virages et ses changements de direction à très haute vitesse. Remanié à plusieurs reprises, notamment en 1999, puis durant l'hiver 2005-2006, le circuit est aujourd'hui long de 4 km 555 pour 18 virages qui s'enchaînent en permanence avec une shortline de seulement 487 mètres. Entouré de tribunes et de talus naturels, il offre chaque année une ambiance unique qui en fait l'un des rendez-vous les plus populaires du championnat. Sportivement, tous les regards seront tournés vers Marc Marquez, vainqueur à Brno. Le champion du monde en titre n'est plus qu'à 40 points de Marco Bezzecchi après un week-end catastrophique pour le leader Aprilia. Les qualifs samedi à 10h50 local, soit 12h50 à La Réunion. La sprint toujours samedi à 15h local pour 13 tours, à 17h à La Réunion. Et enfin, la course dimanche avec un départ à 16h à La Réunion et donc 14h local. Motors. Le championnat du monde motocross entame sa seconde moitié de saison à Agueda, au Portugal. Et le changement de décor sera radical. Après le béton sablé de Montevarchi, où chaque ouverture de gaz ressemblait à une négociation diplomatique avec l'adhérence, les pilotes retrouveront la célèbre terre rouge portugaise, plus profonde, plus meuble, beaucoup plus creusée au fil des courses. Autrement dit, tout ce qui faisait la force de certains pilotes en Italie pourrait devenir secondaire au Portugal.
Portugal. En MXGP, Lucas Hakkinen conserve une avance confortable malgré la victoire de Jeffrey Herlings en Toscane. Le Néerlandais a repris quelques points, mais reste encore à 56 unités du Belge. En MX2, la situation est tout aussi intéressante. Sacha Hakkinen garde la plaque rouge, mais voit les triomphes de Guillem Fares et Camden McClellan se rapprocher. Les trois hommes arrivent à Agueda avec des dynamiques très différentes, mais un objectif identique, prendre le contrôle du championnat ou en tout cas s'en rapprocher avant le long déplacement sud-africain. C'est la fin de ce 13e épisode de Motors à retrouver sur toutes les plateformes de streaming de Spotify à Apple Podcast en passant par Deezer, YouTube et toutes les autres. Merci à nos invités Samuel Waro et Jordan Berfa d'avoir pris le temps de partager leur actualité et leur passion avec nous. Avant de refermer cette émission, nous souhaitons une nouvelle fois adresser nos pensées les plus sincères à la famille, aux proches et aux amis d'Alexandre Saïdou. Comme nous l'avons évoqué en ouverture, le pilote réunionnais nous a quittés dimanche lors de la manche d'ouverture du championnat de course de côte moto à Petite-Île. Toute la famille des sports mécaniques réunionnais est aujourd'hui en deuil et c'est avec beaucoup de respect que nous lui dédions cet épisode. Parce qu'au-delà des résultats, des victoires et des championnats, notre passion est avant tout portée par des femmes et des hommes qui consacrent leur temps, leur énergie et parfois bien davantage à vivre et faire vivre leur sport. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci de votre fidélité.